Alexandre Blin, bonjour. Salut Tatalo. Alors, avant qu'on commence avec Alexandre qui nous fait l'immense gentillesse de venir nous voir entre deux tournées, auditions, niveau d'excitation comme ça, et c'est top, on est bien content là, surtout quand on enregistre tard le soir, c'est très sympathique. Et donc, avant de commencer avec Alexandre, je voulais juste vous rappeler que ATL, Allo Tata Lolo, est une chaîne qui est faite pour les plus jeunes d'entre nous, qui sont en orientation ou réorientation professionnelle. Elle a pour but de vous présenter un maximum de métiers existants, qui soient les plus traditionnels aux plus émergents, en passant par les plus artistiques et les métiers artisanaux, bien sûr, qui font toute la richesse et la beauté de notre pays. Et on ne va pas se gêner pour les exposer ici, bien entendu. Le but de tout ça, c'est de générer un maximum de crush professionnels entre vous et les métiers de nos invités. Voilà. J'en profite pour saluer Maëva et Nathan qui sont derrière la caméra et qui nous accompagnent avec beaucoup d'humour et de fantaisie et d'expertise technique. Et je laisse la parole à Alexandre. T'es prêt ? Je vais essayer. Impec ? Non, je suis sûr que tu as l'air en pleine forme. Là, Alors, je vais poser une question très, très basique pour commencer. C'est qui es-tu et que fais-tu de beau sur cette planète aujourd'hui, cher Alexandre ? Je suis Alexandre. Je suis comédien, chanteur, danseur, interprète, parolier. J'essaie de toucher un petit peu à tout. Et voilà, c'est surtout du chant. Hein. Le chant, c'est surtout ma passion depuis tout petit. Et j'ai commencé à faire ça sur des bateaux de croisière, sur des tournées en Corée du Sud pour les comédies musicales ou des productions de navires. D'accord. Donc là, tu dis le chant d'abord, c'est ce qui est prédominant chez toi. Quand tu es dans une soirée privée et qu'on te dit qu'est-ce que tu fais dans la vie, tu dis quoi en priorité ? Comédien-chanteur. Comédien-chanteur, c'est le... Parce que pour moi, on ne peut pas vraiment chanter si on n'a pas un minimum de jeu dedans, si on n'a pas un minimum d'émotion. Quelqu'un qui chante et qui met rien du tout dans sa chanson, c'est un peu... moi, personnellement, je m'embête. Et donc, j'essaie de ne pas être ça, donc d'où le comédien-chanteur, parce que pour moi, dans tous les cas, que ce soit le chant, la danse ou autre chose, le jeu et l'envie d'être là et le partage d'une certaine émotion est l'essentiel. Ouais. Bien sûr, tu veux habiter tes personnages et c'est ça, c'est le fait d'habiter le personnage, d'avoir de l'émotion. Ou même j'irais plus loin de l'être. De l'être carrément. Parce que je pense pas qu'on... après, il y a différentes écoles de ça. Il y a certaines personnes qui disent que on habite un personnage et qu'on doit le vivre en dehors de l'écran, en dehors de la scène et qu'on doit le devenir en dehors du contrat dans lequel on est. Moi, je suis plus d'idée qu'on a tous une infinité de personnages en nous. Mon mentor à l'époque me parlait d'une palette de couleurs. Mm-hmm. Et on a tous exactement la même palette avec juste des ratios de couleurs différents. Et donc pour moi, l'idée, c'est de développer ces ratios et de changer et d'adapter, mais de découvrir ce personnage à travers moi et ma propre expérience, ma propre vie, plutôt que de le chercher ailleurs dans des bouquins ou dans les autres. J'essaie vraiment de le chercher chez moi, d'où l'être plutôt que de l'habiter. Bien sûr, et d'où le fait d'une richesse nécessaire aussi. Oui. Au niveau de la sensibilité des différentes couleurs, comme tu dis. Oui, après richesse, comme toutes les richesses, je suppose que ça soit une richesse émotionnelle ou monétaire, ça vient pas tout de suite. Sauf pour certains d'entre nous, on est avec de l'argent, mais cette richesse d'émotions, c'est l'expérience de vie en fait. Oui. C'est du vivre à droite, à gauche, aller au restaurant et voir comment les gens interagissent entre eux quand ils sont dans un rendez-vous galant, ou comment ils demandent l'addition, ou quand on est au cinéma, comment ils agissent quand ils sont devant un écran en train d'être absorbés dans un film avec leur... Est-ce qu'ils vont réagir pareil avec leur ami à côté ou avec leur petit ami, leur petit copain ? C'est une richesse de vie, plus qu'autre chose. D'accord. Et donc, si tu peux nous donner un peu plus ton quotidien, qui est très diversifié, j'ai bien compris, hein, mais essaie de nous faire un peu vivre ton métier, qu'on puisse un peu le visualiser, se l'imaginer, un peu plus de l'intérieur. Ça se décompose sous quelle forme de fonction ? Un peu de tout, en fait. Il y a un côté très administratif, parce qu'on a... surtout que moi, je vis en Angleterre, je vis à Londres. D'accord. Donc, je viens régulièrement entre Paris et Londres, mais vivant à Londres, j'ai pas forcément intermittence du spectacle. Ça n'existe pas là-bas. C'est un système qui est très français, qui n'existe quasiment qu'en France.
Et donc, j'ai pas accès à ça, l'intermittence. Non, mais il y a quoi du coup? Il n'y a rien. Il y a rien. C'est moi qui dois, par rapport à mes contrats, mettre les sous-côtés et me débrouiller, en fait. On n'a pas vraiment d'assistance. Simplement parce que, contrairement à la France, l'Angleterre a cette culture du théâtre, des artistes, des comédiens, de l'art de manière générale, de l'art vivant. Et donc, ils considèrent ça vraiment comme un travail. Donc, à partir de ce moment-là, ils ne vont pas créer des aides supplémentaires pour ce métier-là en particulier, alors qu'ils ne le font pas pour d'autres métiers, parce qu'ils considèrent que c'est un métier comme tous les autres métiers. Voilà, donc après, sans fragilité particulière. Sans fragilité particulière, sauf que si, on est quand même plus fragile, on n'a pas un CDI, on n'est que sur des CDD, en fait, voire des contrats très, 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 très courts. Donc, c'est à nous de vraiment... budgétiser, en fait. C'est, au-delà de l'administratif et envoyer des emails à ton agent, etc., c'est faire tes taxes, faire ton budget et savoir quel argent mettre de côté pour ta retraite, ta pension, parce que tout ça, c'est pas pris en charge par le gouvernement. C'est pas le gouvernement qui le fait pour toi. Donc, il y a une partie de ça, mais ça, ça se gère assez facilement au final. C'est pas une fois que si tu le fais vraiment bien, de façon assidue, avec tous tes contrats et toutes tes fins de contrat, c'est pas gênant, mais il faut le faire une fois de temps en temps. Le vrai quotidien, ça va être de discuter avec ton agent. Je pense que mon agent, elle en a marre de moi. Je suis toujours au téléphone tous les 2-3 jours à dire alors j'ai vu ça, est-ce que tu peux m'envoyer pour ci, pour ça. Là, je viens de voir qu'il y a une audition pour Holidays, un spectacle français qui va être traduit en Angleterre, qui va partir en tournée. Ils cherchent des Anglais, des Français qui parlent très bien anglais. Je me suis dit, je vais passer par mon agent anglais, ça va donner un peu plus de peps à la candidature. Donc, je l'ai appelée pour ça, elle va envoyer les vidéos, tout ça. Donc, il y a beaucoup de communication. Et après, malheureusement, entre deux contrats, il faut quand même trouver des sous, payer son loyer, payer son style de vie, etc. Tout à fait, c'est important que tu précises comment ça marche. Donc, pour ça, moi, je travaille dans un restaurant entre deux. Donc, c'est vrai que j'oscille beaucoup entre les vidéos d'audition qu'il faut que je fasse, parce que parfois, c'est en vidéo les premiers tours, les auditions en personne, donc c'est voyager au centre-ville ou même parfois en dehors de la ville pour aller dans un studio de répétition où ils font les auditions. Donc les vidéos, en personne, le travail au restaurant ou peu importe, où est-ce qu'on travaille entre deux contrats. Un peu de budgétisme, faire son budget d'administration. Beaucoup de communication et après, comme je disais tout à l'heure, c'est plus de la vie en fait. Il faut c'est essayer de vivre un max, essayer de se faire plaisir avec toutes les contraintes que la vie nous amène, mais d'essayer de vivre un maximum parce qu'au final, pour moi, c'est ça qui va nous permettre de nous différencier aussi d'autres personnes et artistes, puisqu'on va s'ancrer vraiment dans du réel plutôt que dans du fictif. D'accord. Et tu me parles pas de ce que tu m'avais évoqué aussi récemment, tu travailles sur des croisières aussi, par exemple. Oui. Donc c'est un élément important dans ton travail ça aussi. Depuis mon diplôme, j'ai fait, donc ça fait faire 5 ans là, j'ai fait 3 navires de croisière pour des compagnies européennes, AIDA, Costa et une toute nouvelle compagnie française, CFC. D'accord. C'est des contrats assez longs, entre 6 et 9 mois, plus les répétitions. Et donc j'en ai fait 3 et j'adore. La vie à bord, j'adore. C'est voir le coucher de soleil en pleine mer, au milieu de l'Atlantique ou même de l'océan Pacifique, parce que j'ai eu la chance de faire beaucoup l'Asie du Sud. C'est un moyen incroyable de faire non seulement le métier qui m'inspire au quotidien et que j'ai envie de faire au quotidien, mais c'est aussi un moyen incroyable de travailler en voyageant et en étant payé pour. Et c'est magique. Donc c'est vrai que ça a pris une place importante dans ma vie. Et c'est vrai que jusque-là, la majorité des contrats que j'ai faits m'ont toujours fait voyager aussi. C'est bien. Tu le recherches aussi. Je le recherche. J'adore ça. Ça se sent. C'est vrai que le rechercher, pas vraiment. C'est vrai que mon premier contrat, il m'est un peu tombé dessus. Et les prochains, pareil, ils sont un peu venus. Après, je suis quelqu'un qui suis très go with the flow. Je vais vraiment là où le vent m'emporte et je saisis les opportunités. Et si j'ai pas envie de le faire, je le fais pas. Mais si l'opportunité se présente, de manière générale, j'ai tendance à croire qu'elle se présente pour une raison. Que ça soit parce que je vais la prendre, cette opportunité, je vais faire ce contrat et ça va m'apprendre beaucoup de choses. Mais aussi que même si je la refuse pour telle ou telle raison, par exemple là j'ai refusé un contrat de croisière par exemple, parce que j'en ai déjà fait 3 et que j'ai des aspirations à faire d'autres choses. Oui. Même si je le refuse, c'est quelque chose qui me fait comprendre aussi pourquoi je le refuse. Et au final,
en tout cas, moi, j'essaye d'apprendre de ça aussi, de savoir où est-ce que j'en suis, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce qui me reste à faire, qu'est-ce que je peux accomplir, qu'est-ce qui me reste à faire pour accomplir encore plus. Mais ouais, non, les croisières, c'est un moyen incroyable. J'ai fait une tournée en Corée du Sud 2 fois, en 2022. 2022. Juste après le... Non, 21. 21 2021, 4 mois en début 2021 et puis 2 mois en fin 2021 pour Les Misérables, la comédie musicale en français, une tournée en Corée du Sud. On a fait 5 villes différentes. Et donc, ouais, non, j'ai une chance incroyable de faire ce métier qui me permet de voyager, etc. Après, c'est vrai que, comme je disais, il y a aussi une envie à un moment de s'ancrer un peu plus et de trouver du travail et des rôles et des contrats qui soient plus sur la terre ferme, dans des théâtres à long terme pendant 1 an, ou là par exemple je sors d'un tournage pour une série Canal+, qui s'appelle Iris, qui va sortir, qui vient de finir d'être tournée. Donc trouver un peu plus aussi ces contrats-là sur terre, c'est vrai que c'est quelque chose vers quoi je tends en ce moment. J'ai envie de me poser un peu plus. D'où le refus de ton... D'où le refus de la dernière croisière. Parce que j'ai fait quand même plus de 40 pays dans les 4 dernières années, donc c'est... Mais c'est génial, hein, c'est pas mal. En matière de se nourrir d'émotions, là, c'est quand même à peu près l'idéal. Il y a des endroits incroyables, hein. La Sagrada Familia à Barcelone, c'est magique. Mais encore ça, par rapport à d'autres choses que j'ai pu voir, c'est la cité antique de Petra, en Jordanie. Allez-y. Oui, splendide. Allez-y, c'est incroyable. C'est vrai, et il y a une atmosphère dans cet endroit qui est juste incroyable. Ces monastères gigantesques dans la pierre de 10 mètres, des portes de 10 mètres, ils étaient des géants, je sais pas, mais et tout ça avec leurs mains, ils n'avaient pas les outils non plus qu'on a aujourd'hui. C'est fabuleux. C'est incroyable. Et, Dubaï, on aime ou on n'aime pas le style de la ville. Moi, personnellement, je n'ai pas forcément apprécié, c'est très bling-bling pour moi, mais la vie qu'il y a et l'intensité et ces énormes buildings. Ils sont incroyables d'un point de vue construction, c'est fascinant. C'est incroyable, l'Asie du Sud pour leur nourriture et leur hospitalité, c'est incroyable. Le voyage, mais ça pour les acteurs ou pour les autres, pour tout le monde, je pense que le voyage c'est essentiel pour comprendre un peu dans quel monde on vit. Dans quel monde, dans son ensemble, et pas dans la petite bulle dans laquelle on vit au quotidien. Absolument, il y a une grande ouverture chez toi, donc je pense que ça la nourrit. C'est à la base, c'est une ouverture intellectuelle et humaine chez toi. Je suppose. Sensible. Mais ça l'a définitivement ouverte encore plus. Ça m'a fait faire comprendre des choses et m'a fait prendre du recul sur certaines choses qui aussi, qui au final, je trouvais étaient des poids dans ma vie et qui m'ont permis d'alléger et de s'ouvrir un peu plus et d'arrêter de se poser trop de questions aussi parfois, de juste de se poser et de juste vivre. On n'a pas besoin d'autant de choses qu'on pense. Il y a une différence entre vouloir et avoir besoin d'eux. La psychologue que je suis ne peut pas s'empêcher de poser cette question qui n'est absolument pas prévue, mais donne-moi l'exemple d'un truc que tu as lesté, que tu as dégagé comme ça de ta vie et t'en es heureux avec le recul. Donne-nous un truc inutile et secondaire que tu ne voyais pas à l'époque. Il y a beaucoup de choses. Il y a un côté matériel, tout ce qui est mon téléphone ou ma télé ou genre de choses. Forcément, c'est du confort, c'est une espèce c'est une certaine forme de luxe que je peux me permettre, et donc si je peux me le permettre, je vais l'utiliser. Par contre, contrairement à beaucoup de gens que je vois, même dans le métro ou des amis, si quelque chose arrive avec leur téléphone, c'est la fin du monde. Ça part en pleurs, c'est en colère, et c'est terrible. Ils ont l'impression que leur vie disparaît comme ça. Totalement. Alors que pour moi, maintenant, mon téléphone, il doit se... là, j'ai dû le changer récemment. Avant, j'aurais été vraiment, pas déçu ou en colère, mais j'aurais été vraiment dans l'embarras. Ça m'aurait vraiment embêté avec les photos, les souvenirs, etc. Aujourd'hui, j'ai fait, bon, c'est dommage, c'est embêtant, c'est vrai. Mais c'est pas la fin du monde. Je suis dans une position assez fortuneuse. Fortunée. Je ne sais plus parler français, excusez-moi. Fortuné, c'est le mélange. Hein. Et ça va être très chic, j'aime beaucoup. J'arrive pas à récupérer mon français. Non, je suis dans cette position-là où je peux me permettre d'en racheter un quasiment immédiatement. Sans s'affoler. Et donc ça enlève un poids, mais de rien. C'est plein de petites choses au quotidien qui juste... te disent c'est pas si grave en fait, c'est vraiment pas si grave.
il y a des choses beaucoup, beaucoup plus graves. Le fait de ne pas avoir de nourriture dans son frigo, de ne pas pouvoir payer son eau chaude, de ne pas pouvoir payer son chauffage. Ça, c'est des... Son toit, ses toit, vêtements. C'est des problèmes qui sont pour moi essentiels. Et là, ça deviendrait embêtant. Perdre mon téléphone ou devoir ne vivre sans télé parce que ma télé est cassée pendant quelques mois, ça va. Je vais t'en remettre. Voilà. Et parce qu'au final, par exemple, c'est tout bête, mais quand j'ai plus de batterie dans mes écouteurs, oui. Je peux plus écouter de musique dans mon trajet pour aller au travail, dans le métro ou autre. Je les enlève et d'un coup, je regarde les gens. Et c'est super intéressant. C'est incroyable de voir ce que les gens font dans le métro, comment ils sont soit absorbés par leur téléphone ou dans leurs pensées, en train de regarder le paysage ou dans leurs bouquins. Et ils ont tous des réactions tellement différentes de la façon dont ils montent et ils descendent du métro. C'est incroyable. Mais c'est des choses qu'on ne peut pas voir si on reste bloqué dans j'ai plus de batterie dans mes écouteurs, qu'est-ce que je vais faire? Dans sa bulle, oui. Dans sa bulle et dans son mécontentement aussi. Ça vient avec cette ouverture-là aussi, finalement, parce que la bulle, les écouteurs, c'est dans sa bulle, le téléphone, c'est dans sa bulle, même le bouquin, c'est dans sa bulle. Mais c'est vrai qu'il y a tellement de choses à voir quand on reste ouvert que c'est... Pardon, j'ai un peu... Non, pas du tout. Non, il n'y a pas ici, il n'y a pas de chemin tout droit, chacun son rythme. Mais j'adore observer les gens, c'est incroyable. C'est passionnant. Et même moi, je me rends compte parfois, je fais... T'es l'un d'eux, là, tout de suite, t'es dans ta bulle. Oui. Et d'un coup, j'arrête et je regarde. Et c'est ouf. Et même, on s'enlève une pression aussi. Il y a un stress qui s'évapore d'un coup aussi, je trouve. Il vient d'où ce stress dont tu parles, là? Je pense quand on est dans les réseaux, tout ça, tout ce qu'on lit, tout ce qu'on voit. Tout, on voit, et même ne serait-ce que au-delà de l'information qu'on va voir en particulier, il y a la vitesse aussi. Ouais, le scrolling, c'est épuisant pour le cerveau. À un moment, c'est trop. On a besoin de juste se poser et de prendre son temps, et même pas. Ça va avec le rythme de la vie. On va au travail, les gens qui sont stressés pour aller au boulot, qui doivent se dépêcher, qui avancent, etc. Je déteste les gens qui marchent lentement dans le métro, ça m'agace. Mais parfois, je me dis. Ils ont peut-être raison, en fait, ça sert à rien de carburer comme ça tout le temps. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Comme disait notre bon copain La Fontaine. Grand copain. J'ai pas eu le plaisir de le connaître, j'aurais bien aimé. Très sympa. Très sympa. J'aurais bien fait salon avec lui, effectivement. Je l'aurais invité, c'est sûr. Alors, Alexandre, quand on t'écoute, on se demande quand est-ce que ça t'a pris la première fois le chant? Quand est-ce que ça ne m'a pas pris? Là, il est plutôt la question. Pas pris. Je pense que ça a toujours été là. J'ai aucun souvenir de moi sans chanter. Et ça remonte à? Ça remonte à, je pense, quand j'avais 5-6 ans. Et avant même ça, j'ai commencé à 5-6 ans dans la chorale de l'école primaire. Et petit à petit, j'ai eu mon premier solo qui s'est très très mal passé d'ailleurs. J'ai chanté comme un pied. J'ai dû reprendre et ça s'est bien passé. Mais... j'ai toujours fait ça au niveau du chant et même au niveau du jeu. J'étais toujours à la maison à faire des petits sketchs, pas forcément très drôles, mais j'imitais une vieille personne qui avait oublié de prendre sa pilule et qui fait un arrêt cardiaque sur la table de Ah oui, c'est pas grave, il n'y a pas de montage ici, tu peux taper, on garde. Je faisais un peu le foufou, j'ai toujours été un peu comme ça. Et au fur et à mesure, la chorale, c'est devenu un peu plus un vrai atelier chant. Jusqu'au moment où j'ai vu à l'Atrium de Chaville, je crois que c'était Peter Pan à l'époque, il montait la classe de comédie musicale, montait Peter Pan. Et je suis allé le voir et je suis allé voir ma maman après et j'ai dit mais maman, ça combine le jeu et le chant, c'est exactement ce que je veux faire. Et donc j'ai commencé ça. Donc à l'Atrium et pendant 10 ans et ensuite j'ai fait les cours Florent de Paris et j'ai eu l'opportunité d'auditionner à Londres. J'ai auditionné à Londres, j'ai été pris, je suis parti et petit à petit ça s'est fait un peu sans que... La seule décision vraiment que j'ai prise, c'est de faire les cours Florent après mon bac, malgré tout ce que la famille disait. C'est pas un métier, c'est compliqué, c'est pas un métier sécure, blablabla, ce qui sont des craintes que j'entends tout à fait. Mais je voulais le faire et j'en démordais pas. Donc je l'ai fait. Donc c'était ma seule vraie décision consciente. Mais après, avant et après ça s'est toujours... Ça a déroulé comme ça Ça s'est présenté à moi et j'ai juste jamais trouvé d'excuses pour me dire, bah non, ne le fais pas en fait. Et même au final, je me dis que aujourd'hui, je me verrais faire rien d'autre. Il n'y a pas d'autre vocation, il n'y a pas d'autre métier, en tout cas, qui n'est pas dans cette zone-là des métiers qui m'intéresserait
ou même dans lequel je serais bon, je pense. C'est juste... ça paraît bête, mais j'étais fait pour ça. C'est là qu'est ma place. Et une fois que je pense que comme toutes les pièces d'un puzzle, une fois qu'on a bien mis la pièce du puzzle dans le puzzle, c'est compliqué de l'enlever. Oui, et ça n'a pas toujours beaucoup d'intérêt d'ailleurs aussi. Ça fait un puzzle un peu. Donc à faire, autant le finir là. Autant le finir. Mais c'est un peu ça. C'est une fois que tu es là et t'es dans ta place, bah t'y es et t'y restes et ça se passe tout seul en fait. Donc tu es vraiment un magnifique exemple de vocation. Hein, ce qui est là magnifique, pour le coup, je sais pas, mais de vocation, c'est sûr. Si tu es heureux aujourd'hui, c'est un très bel exemple. Ah oui, je suis très heureux. Après bon, il y a des hauts et des bas, il y a des jours plus compliqués que d'autres évidemment. Hein. Ouais. Mais de manière générale, non, je suis super heureux parce que comme je disais, c'est une expérience du quotidien et ça rend la vie tellement plus intéressante. Je te crois. Extrêmement palpitante et oui, des hauts et des bas, mais même les bas, au final, ça écrit de belles chansons. Enfin, belles, je sais pas, mais celles que j'écris en tout cas. C'est incroyable. Alors justement, que tu parles de chansons, je sais que tu écris, c'est quelque chose d'important aussi. Avant qu'on aille plus loin, dis-moi ce que tu aimes le plus dans ta vie professionnelle aujourd'hui. Je sais que tu aimes beaucoup de choses, mais si tu devais sélectionner un truc et te le coltiner 12 heures par jour pendant quelques années, qu'est-ce que tu choisirais ? Ça va être bizarre, mais je vais pas dire chanter. Bien que chanter, c'est ma vie et je chante tout le temps pour tout et rien. Je suis un vrai jukebox, tu me donnes un mot, je te chante une chanson, même je crée une chanson. Tu vas nous en faire une avant la fin du podcast. J'espère bien, oui, tout à fait. À un moment, la voix, elle fatigue. Là, par exemple, j'ai tourné cette vidéo pour une audition. À un moment, on l'a fait une fois, 2 fois, la même chanson, et particulièrement compliqué. Ça va. Au bout de la 15e, 20e fois, c'est bon. On peut faire une petite pause. Je pense que c'est quelque chose que je m'en lasserai jamais, et ça serait mentir de dire que c'est pas en partie pour ça qu'on fait ce métier, ou en tout cas ça serait mentir de dire qu'on n'aime pas ça. C'est la réception du public. Après un spectacle qui a fonctionné, je pourrais rester des heures juste sur scène avec des gens qui applaudissent, ou qui sont debout, ou qui pleurent, ou qui rient. Ce partage-là avec un public, je pense que c'est ça que j'aime. J'aime ça par-dessus tout, et c'est pas juste une question d'être sur scène et que les gens nous adulent et nous adorent et nous remercient. Et ça n'est pas que de l'ego, c'est sûr. Ça fait plaisir, évidemment. Ça serait mentir de dire que ça fait pas plaisir. Mais au-delà de ça, pour moi, c'est le partage. C'est de savoir qu'on a fait quelque chose qui a créé une émotion chez eux. Et ils nous le rendent, cette émotion. Et j'ai l'impression de Clara Fabien quand je parle comme ça. Elle a ce côté. C'est vrai qu'elle le dit. Mais c'est vrai, il y a vraiment ce côté, il y a ce partage et ce retour d'énergie, ce va-et-vient d'énergie. Nous, on donne pendant une demi-heure, 45 minutes, 2 heures, tout ce qu'on a. Et ils nous le rendent, et rien que pour ça, je pourrais tout refaire d'un coup, en fait. Je me souviens particulièrement de Oliver Twist. Mon premier rôle dans cet atelier comédie musicale à l'Atrium de Chaville. Je faisais Oliver Twist, j'avais 13 ans. Tout s'est bien passé toute l'année. 2 semaines avant le spectacle, je mue. Boum, ça s'est fait. J'étais en pleurs, c'était terrible. J'ai perdu ma voix, c'était... Anyway. Mais j'ai quand même tout donné. Et on s'était arrangé pour que les moments un peu plus compliqués, parce que la voix partait un peu en cacahuète, pour que ça se voit pas. Et à la fin, les gens étaient debout et applaudissaient, et ça a super bien marché. Et même si le spectacle durait 2h30, j'étais 2h15 sur scène, du haut de mes 13 ans, je pouvais tout refaire d'un coup pour eux. C'est quelque chose qui n'existe nulle part ailleurs. Nulle part ailleurs. Et c'est magique. D'accord. Et c'est cette sensation-là que tu renouvelles depuis des années. Depuis des années maintenant. Ouais. C'est la première sensation la plus forte de ta vie, ce rôle-là? Au niveau artistique, je pense, oui. D'un point de vue artistique, D'un point de vue artistique, je pense que c'est la plus grosse émotion. Après, non, mon premier amour, je pense, restera toujours l'émotion la plus forte de ma vie, mais... Donc, on en conclut que c'était avant 12-13 ans. Que le premier amour, c'était avant 12-13 ans. Non, mais de manière personnelle. Oui, non, bien sûr. Non, je te taquine. J'avais 17 ans.
J'étais un vieux déjà. C'est vrai que c'est vieux, 17 ans. Donc maintenant, s'il fallait être juste un petit peu, c'est pas une histoire de négatif ou pas, c'est que pour ceux qui nous écoutent, on a un parti pris ici d'être extrêmement franc et direct sur les choses, et on peut pas décrire un métier sans en donner aussi les points les moins rigolos, parce que tous les métiers, j'en connais 100%, j'en connais pas. Il y a toujours un petit truc. Alors, ça a l'air génial et ça l'est, t'en es la preuve éclatante. Trouve un petit truc qui serait éventuellement pénible, allez, juste pour que les personnes que ça intéresse soient vraiment informées complètement. C'est pas facile. C'est pas facile ne serait-ce que le process d'audition, c'est quelque chose ça peut être très lourd. Dans tous les cours de théâtre que j'ai pu faire, ils nous disent apprenez à aimer le processus de l'audition. Mais c'est dur d'arriver comme ça. Juste toi, ta musique ou ton texte, et d'être devant 5, alors parfois une personne, parfois 2, parfois 10, parfois 15 personnes dans la salle qui sont juste tous les yeux sur toi, et t'as rien pour te cacher, tu peux jamais te cacher derrière un problème de micro ou une malfonction technique, la garde-robe qui part en cacahuète, tu peux pas te cacher tout ça, c'est juste toi et tu fais. Et quand on dit non, tu peux prendre un petit coup à l'orgueil et à l'ego. D'un côté, tant mieux, autant pas en avoir. Mais pareil, il faut apprendre à aimer ça, parce qu'on se rend compte que eux, le panel, ils n'ont pas envie qu'on échoue. Ils ont envie de trouver la personne qu'ils ont besoin pour leur spectacle. Donc, ils ont envie que tu réussisses, et ils ont envie que tu sois génial. Donc, au final, ils sont là pour te soutenir, mais bizarrement, quand on est de l'autre côté, on a du mal à se mettre ça en tête. Donc ça, forcément, c'est un peu agaçant. Et puis, c'est des auditions, donc c'est du temps, et c'est cette incertitude constante de est-ce que je vais avoir ce travail-là, est-ce que je vais pas l'avoir, est-ce que je vais avoir le prochain, pendant combien de temps je vais pas avoir le travail. Et donc forcément, ça amène à avoir un travail potentiellement à côté. Oui. Parce qu'on n'a pas tous la chance de pouvoir en vivre de manière constante tout le temps. Moi, pour l'instant, je pourrais, parce que les croisières payent assez bien. Sauf que j'ai mon crédit étudiant qu'il faut que je rembourse, parce que j'ai certes suivi ma passion et fait de la formation qu'il faut, mais en Angleterre, ça coûte un bras. Donc, pour rembourser ça plus vite, je travaille aussi au restaurant. Mais au final, pour moi, c'est l'essentiel. C'est même quand c'est des inconvénients, et je trouve ça valable dans toute la vie, dans tout ce qui se passe, essayer de trouver des choses qui nous servent. Et encore une fois, comme je disais au restaurant tout à l'heure, c'est travailler au restaurant, certes, c'est pas du tout ce que j'envisageais dans ma vie. Oui, c'est pas ton rêve, c'est pas mon rêve premier, absolu. c'est ça. Mais quand j'en reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, l'observation des gens. En travaillant au restaurant, je rencontre des centaines de personnes par jour, des centaines d'individualités, des centaines de personnalités, et j'en apprends énormément selon leur culture, d'où ils viennent, parce que j'ai la chance de travailler juste à côté de l'arène de l'O2, qui est l'équivalent de Bercy à Londres. Et donc il y a des spectacles très régulièrement de différents genres, et donc on a différents âges, différentes cultures, différentes ethnicités, et je rencontre des gens de tout ça. Et c'est extrêmement nourrissant, et donc j'utilise ça comme moyen, comme on disait tout à l'heure, de me nourrir de ça, d'expérimenter certaines choses, et aussi de me faire plaisir, parce que je n'hésite pas à chanter en amenant la facture ou autre chose. Surtout quand la facture est assez salée, les gens ils aiment bien ramener ça un peu plus léger. Mais donc, oui, c'est pas facile. Il faut se donner les moyens, il faut pas lâcher. Ça peut être parfois dur pour le moral, c'est sûr. Mais si on arrive à juste changer cette perspective et à essayer de prendre ça avec un petit grain de sel, et de se dire, au final, oui, c'est pas ce que je voulais et c'est pas forcément l'idéal. Il y a quelque chose que je peux utiliser pour me rendre encore meilleur dans ce que je veux faire. D'accord. Et pour moi, c'est ça que j'essaie de retirer. J'essaie pas de garder le côté négatif, j'en veux pas. C'est bien d'en avoir conscience, mais il ne faut pas s'y attarder. Il ne faut pas que ça alourdisse le reste. Tu as parfaitement le droit. C'est une belle démarche pour vivre toujours plus heureux. C'est une belle position, le verre à moitié plein plutôt que le contraire. Oui. J'ai envie, je vais approfondir un petit truc, parce que je voudrais, je commence à te connaître, et l'émotion chez toi, c'est fondamental. Et quand tu as commencé à nous expliquer pourquoi tu es chanteur aujourd'hui, ça on a bien entendu. Et si je te repose la question profondément, pourquoi tu es chanteur ? Je pense t'as pas tout dit là-dessus. Pour faire court, j'avais pas le choix.
Je pense que ça a toujours été là. Ça a été, comme je dis, j'ai trouvé ma place avec le chant et la comédie musicale. Pour certains, c'est juste, c'est un métier et ils aiment ça, ils sont bons et ils le font purement comme un métier. Il y a d'autres artistes dont j'espère faire partie qui font ça parce que ils avaient juste pas le choix et c'est un moyen de m'exprimer et de transmettre des choses que peut-être on m'a pas transmis aussi quand j'étais plus jeune, des choses que j'aurais voulu recevoir ou entendre, écouter, ou qui m'auraient fait sentir peut-être moins seul aussi à une époque, parce que quand on est extrêmement émotif comme je le suis et comme je l'étais encore plus à l'époque, c'est compliqué parfois de trouver sa place, notamment à l'école. À l'école, les enfants peuvent être terribles. C'est terrible, l'école. Oui, ça peut être terrible. Entre eux, peuvent être terribles. Et bizarrement, pas les nourrissons. Les nourrissons, ils s'adorent et tout le monde joue ensemble, mais il n'y a aucun souci. Nourrissons, c'est sûr. Mais dès qu'on arrive un peu plus vieux, on commence à chercher des noix. Je ne comprends pas pourquoi. Mais donc, ça a été un peu compliqué. Il y a eu des périodes un peu compliquées où j'aurais aimé avoir un soutien autour de moi, d'artistes ou des choses que j'écoutais à l'époque qui m'aurait aidé à me faire sentir moins seul. Et finalement, le chant est devenu, et l'écriture déjà à l'époque, a été un vecteur pour moi un peu de thérapie au final aussi, de laisser sortir les choses, de ne pas les laisser bouillir à l'intérieur et nous ronger de l'intérieur, et au final juste de le mettre dehors. Pas forcément à quelqu'un, même parfois juste de chanter. Et je pense qu'on le fait tous, quand on chante sous la douche ou autre chose, on se sent bien après. On se sent bien. Mais c'est ça, parce que non seulement parce qu'il y a des muscles qui sont engagés et ça crée des hormones, des hormones du plaisir, etc. Parce que c'est de l'adrénaline, etc. Parce que ça engage le corps. Mais ne serait-ce que de mettre dehors une énergie qui est bloquée à l'intérieur, ça, d'un coup, on se sent beaucoup mieux. Et donc, je pense que ça a été un peu ça. Je pense que j'avais pas le choix et j'en avais aussi besoin pour pas me laisser aller là où il faut pas aller. D'accord. C'est touchant, justement. Ça dit à quel point un métier change une vie. Oui. Un métier bien choisi change une vie. C'est complètement super important. Et j'espère changer des vies à mon tour, au final. C'est pour ça que j'aime beaucoup. C'est pour ça, déjà, merci de m'inviter là et d'avoir la chance de partager ce métier-là avec vous tous. Mais c'est aussi, ne serait-ce quand je travaille avec des cours de chant, des étudiants, j'en ai quelques-uns. Je travaille avec une association qui monte des comédies musicales, de musical production, qui est à Paris. Et je travaille un petit peu avec eux au niveau de la voix aussi. Et de créer, quand on voit des vocations et des choses qui fonctionnent et qu'on les voit se développer aussi avec ce qu'on leur donne, c'est un cadeau incroyable. Et moi, je remercie les gens qui m'ont soutenu, aidé et que j'ai rencontrés, notamment donc à l'Atrium, ma mentor et metteur en scène qui est devenue un peu comme une maman de cœur pour moi. C'est génial. Je les remercie d'avoir rencontré ces personnes-là parce que c'est des personnes qui m'ont permis de finalement partager ce que j'avais à partager, de trouver ma place et de me sentir moi, en fait, de me retrouver qui j'étais plutôt qu'essayer de correspondre à un moule que les enfants, que la société voulait me pousser à faire partie d'eux, voulait me pousser à suivre et à m'imposer. Et trouver son identité, je pense que c'est un combat d'une vie entière. Et mon trajet artistique m'a permis de me trouver, en tout cas de trouver la personne que je suis aujourd'hui. Ça ne sera pas forcément la personne que j'étais hier ou que je serai demain, mais elle m'a permis de me trouver aujourd'hui. Et ça, je suis le plus reconnaissant au monde pour ça. Quoi de plus fondamental, très clairement, sur Terre ? En tout cas, pour des gens comme toi et moi, le côté sensible, les gens sensibles, les gens même au-delà de l'artistique, je pense que pour tout le monde, se trouver et savoir qui on est, c'est une recherche qui est tellement essentielle parce qu'elle te permet de pas forcément de pas faire d'erreurs parce qu'on va en faire, mais de savoir que quand on fait ces erreurs, on sait vers qui se tourner. Et la première personne vers qui on devrait se tourner, c'est nous. On est toujours de meilleurs conseils quand on suit son cœur et son instinct. Cœur et son instinct, exactement. Et j'ai envie d'aller encore un peu plus loin. Quand tu chantes, ça fait quoi ? Justement. Alors ça va dépendre de quoi.
les chansons très techniques qui sont très très compliquées comme l'audition que je dois faire depuis Oui, que tu m'as fait aujourd'hui. écouter avant, oui, c'est effrayant. On pense plus à la technique qu'autre chose et on considère presque ça pour le coup comme un travail. Par contre, quand je chante pour moi ou quand je chante des chansons qui sont pas compliquées particulièrement vocalement et qui sont juste avec des chansons, des paroles magnifiques, je prends comme exemple Je suis malade. J'ai eu la chance d'avoir un spectacle solo sur mon dernier navire dans lequel j'ai chanté Je suis malade de Serge Lama, mais avec une petite interprétation à la Lara Fabian, parce que j'adore les grandes voix, les Céline Dion, les Fabian, les Whitney Houston, On te comprend. C'est mon dada. Et donc chanter Je suis malade, ça te met dans pour le coup dans une bulle, mais une bulle qui est devant un public de 700 autres bulles. Et qu'est-ce que ça fait ? Ça fait quelque chose d'indescriptible. C'est un moment suspendu entre nous et nous-mêmes et ce que la chanson nous évoque à nous et les 700 personnes qui sont dans la salle et 7 moments que ça crée dans chacune de ces bulles-là. Et c'est hors du temps, c'est magique. C'est magique. Il n'y a pas de bulle qui explose à ce moment-là ? Quand tu chantes ? Quand on finit la chanson. Ouais. Au moment où on finit la chanson et où les applaudissements commencent, c'est qu'eux-mêmes se rendent compte qu'il y a eu une émotion qu'a traversé pendant cette chanson-là. En tout cas, j'espère que c'est ce qu'ils se disent et pas « Oh là là, qu'est-ce que je viens de voir ?» Je pense qu'à ce moment-là, il y a aussi le moment surtout dans les chansons, les ballades puissantes et qui sont vraiment très émotionnelles. Il y a ce moment un peu de suspension à la fin de la chanson où personne n'a envie où il n'y a pas un bruit. On peut entendre une mouche voler et d'un coup les gens se rendent compte ça y est, c'est fini. Et là ça applaudit et on est ensemble. À ce moment-là on est tous ensemble. La bulle de 701 devient une bulle commune on a partagé ce moment. À chacun notre version, mais on a partagé ce moment. Magnifique. Et c'est magique. Ton plus gros moment d'émotion depuis le début de ta carrière ? Il y en a eu beaucoup. Le plus gros, c'est qui t'a le plus marqué. C'est dur ça comme question, Laurence. Tu peux m'en donner plusieurs si tu veux. Nous on aime l'émotion ici, c'est pas le problème. Non, je me souviens de mon premier contrat. Mon premier contrat de croisière avec mon cast, c'était mon anniversaire et on chantait, on avait un spectacle ce soir-là et il y avait dans le spectacle la chanson Life is Life. Life is life, la 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 la. Il y a toute une instrumentale et pendant cette instrumentale on ne fait que répéter Life is life, life is life, tout ça pendant une bonne minute. Et ils arrivaient un par un avec des cadeaux dans les mains. Sur scène, j'ai mon micro dans les mains. Trop mignon. Life is life. Je vis ma meilleure vie. Et j'arrive et je me retrouve avec des chaussettes à déballer. Cette bague, qui est juste là, que j'ai toujours depuis bientôt 5 ans, qui me quitte jamais, qui est toujours avec moi sur scène. Porte-bonheur, oui. C'est devenu un peu un porte-bonheur. Et donc ça, c'est un moment particulier d'osmose avec son cast aussi, qui est magique. Ma tournée en Corée du Sud, le public asiatique et coréen en particulier est juste... ils sont incroyables, c'est des fanatiques presque. C'est des fans, mais ils ont tellement un régime de vie très catégorique et très, très régimenté que quand ils vont voir un spectacle qu'ils apprécient, ça devient... J'avais des gens qui essayaient de prendre des photos avec moi à la fin et ils étaient presque en train de tomber dans les pommes parce que j'étais à côté d'eux. J'avais l'impression d'être Céline Dion sur un tapis rouge au Grammys et j'aurais été... C'est touchant, t'apportes énormément d'amour et de rêve dans ces cas-là. Mais c'est pour ça que je pense qu'il n'y a pas... C'est tous ces moments-là, c'est tous ces moments peut-être d'osmose et de cohésion avec tout le monde où on se rend compte qu'on n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul. Il y a tellement d'autres personnes qui vivent les mêmes choses et qui partagent ces moments-là. Et ce moment-là, on se rend compte de ça, qu'on n'est pas seul. C'est incroyable. Et je souhaite à tout le monde de se rendre compte qu'on n'est pas seul et qu'ils ne sont pas seuls. Il y a toujours quelqu'un ici ou là-bas qui est là pour nous, qui est là pour vous. Oui, mais c'est très joli ce que tu dis, et non seulement optimiste, et moi je le confirme, je le pense aussi. Ce que j'aimerais, c'est que quand on t'écoute, on sent une très forte notion de don chez toi. Parce que quand tu chantes, tu donnes, c'est violent, ça. Et tu le dis même physiquement, c'est quelque chose d'assez violent finalement, le chant. Les chanteurs, même d'opéra, tous les chanteurs,
on engage des muscles qui sont pas forcément des muscles de surface, donc on va pas avoir forcément les silhouettes les plus dessinées ou autre chose, et on va penser que c'est facile de chanter. Mais non, il y a énormément de choses qui sont engagées. La barrière abdominale est engagée, les dorsaux, il y a énormément de choses qui rentrent en activité dans le corps. Tout le diaphragme et le travail respiratoire des poumons, du diaphragme, de tout ça. C'est des muscles qui se mettent en mouvement, et c'est évident. Et c'est épuisant. C'est épuisant. À la fin de 40, au-delà de la technique purement de chanter, il y a aussi l'énergie qu'on doit donner sur scène. Bien sûr. On va pas chanter, par exemple, Allumer le feu de Johnny. Allumer le feu. On va affoler personne. Oui, voilà. Il y a une énergie à donner, et tout ça va dans le corps, ça va dans la voix, et on réagit aussi avec comment le public réagit avec nous aussi. C'est encore plus dur si le public ne réagit pas. Ça ne veut pas dire qu'ils n'aiment pas. Parfois, il y a des publics qui sont juste morts. On a l'impression qu'ils s'embêtent. Pas, mais parfois, ils adorent, mais juste, ils n'osent pas. Ils sont très timides, et nous, ça doit nous donner encore plus on doit pousser encore plus l'énergie. Donc, c'est très, très, très fatigant et physique, mais effectivement, c'est du don toujours. Oui. Ouais. Et ce que tu dis, effectivement, c'est complètement. Moi, j'ai une fascination. Bon, Céline Dion. Pour toi, je sais que tu aimes beaucoup Céline Dion. Moi, je suis pas fan, mais c'est le genre de chanson qu'elle fait c'est pas ma première tasse de thé. Mais cette femme, enfin celle-ci entre autres, mais surtout Houston idem. Malheureusement, elle nous a quittés à un moment, mais une fascination pour les prestations physiques de ces femmes-là, c'est incroyable. Céline Dion, quand je vois le nombre d'années où elle a tenu à Las Vegas, tu te dis comment c'est possible. C'est une prestation sportive de très haut niveau. C'est une technique, une très très bonne technique vocale, et beaucoup de soins aussi. C'est faire attention, d'hygiène de vie. Et oui, c'est tout bête, mais par exemple dans le métro à Londres, il y a une ligne en particulier, la Jubilee Line, qui est très très bruyante. Ça paraît bête, mais c'est aussi faire attention quand on est avec des amis dans le métro, quand ça commence à faire ce boucan-là, t'arrêtes de parler pendant 20 secondes, tant que ça passe, et ensuite tu parles, parce que si tu parles trop fort, ta voix elle se fatigue, et c'est plein de petites choses comme ça. C'est rire pas trop fort. Elle le dit, même Céline Dion, elle prend beaucoup, elle fait attention à pas rire trop fort. Elle fait ce genre de une véritable hygiène de vie violente, oui, tout à fait. C'est aussi un don à soi-même aussi, qu'on se doit de faire attention à notre instrument. Absolument. Et du coup, à l'inverse, si je te pose la question, c'est pas piège du tout, mais qu'est-ce qui fait que tu es chez toi, ne sois pas modeste, à la bonne place en tant que chanteur-comédien aujourd'hui? Alors, la bonne place, qu'est-ce qui se passe chez toi? Qu'est-ce qui est chez toi? Je pense que je suis proactif. Je pense que c'est vraiment le fait d'être en communication permanente avec mon agent, de regarder des groupes Facebook, Instagram, de regarder ce que mes amis font, d'essayer de prendre contact avec les producteurs avec qui ils travaillent, d'envoyer des emails. C'est surtout ce réseau. Là, par exemple, je parlais de cette série Iris que j'ai tournée fin janvier. Tout petit rôle, un autre de vestiaire. J'avais quand même 2-3 scènes avec l'actrice principale et réalisatrice, Doria Tillier. Et il se trouve que là, samedi, ça tombe bien, je suis là, ils font la fête de fin de tournage. La fête de fin de tournage, et je suis là. Donc certes, j'avais un petit rôle, mais je vais y aller. Pourquoi ? Parce que ça fait plaisir de voir les personnes avec qui j'ai travaillé, mais aussi parce que c'est des réalisateurs, c'est des producteurs, c'est des acteurs. Il y a donc Doria Tillier, il y aura François Morel. C'est des personnes qui ont du pouvoir dans cette industrie, qui connaissent d'autres personnes. Et donc ce côté réseau communication, c'est aussi très important. Et donc je pense que c'est ça, moi, qui en tout cas me permet aujourd'hui de vivre décemment de ça. Je sais pas forcément c'est pas le rôle du West End, ou c'est pas le premier rôle dans Le Fantôme de l'Opéra ou autre chose, mais c'est pas grave. Moi, de toute façon, c'est pas mon but. C'est pas mon but d'être célèbre, d'avoir la gloire ou autre chose. Moi, je veux juste vivre de ma passion, d'avoir mon toit sur la tête, de la nourriture dans mon frigo, en faisant ce que j'aime. En étant heureux. Ça tombe bien que tu as juste complète ce que tu viens de dire, en nous donnant, pour ceux qui nous écoutent, un peu une idée de ce que, quand on veut vivre pleinement heureux, et que voilà, on veut pas, comme tu dis, être une grande célébrité, mais être parfaitement épanoui.
Qu'est-ce que ça donne au niveau salarial? Comment on peut s'en sortir quand on veut vivre bien, en fait, et vivre pleinement de ce métier? Alors, c'est vrai que c'est quand même c'est compliqué cette question dans ce métier-là, parce que c'est très fluctuant, comme on disait tout à l'heure. C'est pas du tout régulier. C'est pour ça que c'est bien d'avoir toujours un backup et un plan B de travail dans un restaurant, dans un magasin de prêt-à-porter ou autre chose. C'est toujours bien d'avoir ça à côté. Après, il y a des concerts ou des contrats qui payent beaucoup plus que d'autres. Là, par exemple, les croisières, selon les compagnies, on peut aller par mois entre, selon la position qu'on a, danseur, chanteur, artiste invité, il y a plein de variantes, mais la fourchette de prix va entre 2 000 € par mois jusqu'à potentiellement 8 000 €. D'accord. Donc c'est quand même une grosse fourchette. Et c'est des missions de combien de temps à peu près? Sur les croisières, ça va dépendre aussi. Ça peut être entre 2 mois et 10 mois ou 12 mois. Oui. Ça peut être très, très, très variable. Par contre, sur des contrats, par exemple, j'ai fait un pantomime à Londres, du côté de Birmingham, Blanche-Neige et les 7 nains, j'étais le prince. Pendant 3 semaines de spectacle et 2 semaines de répétition. Et j'ai fait sur ces 5 semaines 1800 livres, donc 2 000 €. C'est très variable. C'est très variable. Tout à fait. Et au fur et à mesure, pareil pour la télé. La télé, ça va être, je crois que de manière générale, c'est 350 € pour un jour de tournage. Ok. Ce qui est pas mal du tout. Si t'es figurant, ça va plus être, je crois que c'est dans les 80 € par jour de tournage. Faut jongler, quoi. Faut jongler entre c'est toi qui... et tout. Et faut surtout pas avoir peur de se diversifier. Bah oui. Pour moi, c'est l'essentiel. Comme je dis, j'ai pas forcément besoin de la célébrité ou autre chose, mais je fais du théâtre sur scène, mais pourquoi pas faire du théâtre à la caméra aussi et me perfectionner là-dedans. J'ai aussi envie de faire du doublage et des voix off pour des publicités, pour des animés. T'as entièrement raison, bien sûr, pour en vivre pleinement. Et donc toucher un peu à tout. Faut pas avoir peur d'essayer des choses et parfois de se planter et de continuer d'être proactif et de toujours chercher d'autres choses. Là, je vais lancer ma première chanson aussi. Je vais pas faire de l'argent tout de suite dessus, mais potentiellement, éventuellement, la chanson deviendra un EP, l'EP deviendra un album et potentiellement l'album deviendra 10 albums. On te souhaite de tout cœur. Elle est audible quand, cette chanson? Elle sera... ça y est, je l'ai pas encore révélée sur les réseaux sociaux. Attention, c'est en avant-première exclusive. Ma chanson sortira le 5 avril sur plus de 150 plateformes de streaming. Génial. Et dans plus de 100 pays. Génial. On n'a pas le droit on n'a pas le titre en avant. Fire Alarm. Eh ben voilà, ça c'est magnifique. Fire Alarm, Alexandre Blin, le 5 avril. À vous les studios. Donc, avant que je te pose les dernières questions, parce qu'on arrive presque au bout du podcast, redonne-nous pour nos petits camarades les formations possibles en chant essentiellement. On va rester sur le chant. Alors pour qu'ils puissent se renseigner si ce que tu racontes les a emballés. Alors il y a beaucoup de professeurs particuliers. Je me compte maintenant dedans puisque j'ai quelques étudiants maintenant. Surprenant, c'est arrivé un peu par hasard, mais c'est arrivé. Et ben voilà. Beaucoup de profs particuliers. Il faut savoir aussi quelle technique ils utilisent et laquelle fonctionne pour vous. Donc je conseillerais surtout de faire peut-être 1 ou 2 cours d'essai avec des profs différents pour vraiment trouver ce qui fonctionne pour vous. Après, l'essentiel, c'est d'avoir une formation et une école aidera toujours. Pas forcément parce que une fois qu'on a formé à l'école, on n'a plus de formation à faire, pas du tout. Au contraire, le 80% de notre formation se passe sur scène et pendant nos contrats. À ma fin d'école, par rapport à ce que je fais aujourd'hui, c'est pas du tout. C'est 2 mondes complètement différents parce on apprend vraiment l'endurance, etc. pendant le contrat. Mais c'est vrai que l'avantage de l'école, c'est que ça vous permet d'avoir des rencontres avec des agents. Et de faire beaucoup de réseaux et de communication, c'est surtout ça, et forcément d'avoir aussi des principes techniques solides sur une longue période, parce que le chant, ça s'improvise pas. C'est pas avec 3 ou 4, 5 cours de chant qu'on devient un bon chanteur. Il y a tellement de mécanismes différents qui rentrent en place que ça prend des années. Ça prend des années et je continue encore aujourd'hui. J'ai un bon niveau de chant, je pense, ce qui me permet de travailler de manière assez consistante. Mais j'ai toujours mon prof de chant que je vois quand je peux, quasiment toutes les semaines. Toujours des cours de danse. La formation est continue toute nos vies parce qu'aussi, on a une voix qui est différente tous les jours. Bien sûr, on a un corps qui évolue avec le temps, la fatigue, ce qu'on mange, etc. Donc, c'est une formation continue. Donc je pense que c'est ça. Je pense qu'il faut trouver des écoles. Après, moi, je suis parti à Londres parce que Londres et Broadway à New York sont les berceaux de la comédie musicale et c'est vraiment là où
où on apprend ce métier-là en particulier. C'est vrai que j'ai fait les cours Florent quand même à Paris, donc il y a des écoles à Paris. Tu le conseilles ou pas le cours Florent, oui, les cours Florent, mais encore une fois, ça va donner une base. Ça va donner une bonne base, mais après, il faut se lancer et travailler encore plus individuellement et le niveau à Paris par rapport à Londres n'est pas du tout le même. C'est pas du tout le même. J'ai appris plus en 6 mois à Londres qu'en 2 ans à Paris. Et Florent, et le cours Florent, même si c'est qu'une base, tu le recommandes quand même ou pas pour ceux qui veulent se renseigner? Oui, bien sûr. Les cours Florent, je les recommande. Il y a beaucoup. Il y avait le CM, le CM ISAS. Il y a différents studios. Il y a pas mal d'écoles. Il y a l'ECOM aussi. L'ECOM. Qui est assez connue, je pense que c'est la première école de comédie musicale connue à Paris. Okay. Les cours Florent, tout le monde pense que c'est théâtre, mais ça fait un moment maintenant qu'ils ont ouvert un cursus de comédie musicale et maintenant une classe libre comédie musicale aussi, et pas juste la classe libre théâtre. Donc oui, après je dirais pas, j'ai mes préférences dans certains de ces studios-là, et il y a des choses, il y en a que je n'aime pas du tout par rapport à la façon dont ils travaillent ou leur mentalité. Je trouve qu'il y a certaines écoles, et c'est pareil à Londres, où ils sortent tous les mêmes, ça devient un peu des standards. Ça peut cloner un petit peu, cloné. Le risque. Il y en a qui sortent vraiment avec beaucoup de personnalité, mais moins de technique. Il y en a qui sortent avec des égos et des melons, j'ai jamais vu ça. Et voilà. À rentrer direct dans une épicerie. Donc bon, je m'entraîne, c'est pas mal. Mais donc oui, donc je pense qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Pour moi, à la formation, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise formation. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation. Moi, je dirais c'est avant tout des rencontres. Je pense ce qui est important, c'est trouver ce qui fonctionne pour vous, faire les cours d'essai, faire les stages dans différentes écoles et voir ce qui fonctionne pour vous, et au final le don de soi. Brutalement, j'ai l'impression que tu as 30 ans de plus quand tu parles comme ça. Alors, on va bientôt se quitter, mais j'ai encore 2-3 petites questions. Si je te donne une baguette magique, là, quand je t'écoute, je te donne une baguette magique, je te dis, Alexandre, est-ce que tu changes un truc dans ton parcours? J'ai un peu l'impression que tu vas rien toucher. Non. On pose beaucoup cette question-là, je trouve. Non, je ne changerai rien. Parce que les hauts, les bas, tout fait qui je suis aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis heureux, je suis bien dans mes baskets. Et si je n'avais pas vécu ces choses-là, je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui. Et de facto, l'artiste que j'essaie d'être aujourd'hui et que je suis aujourd'hui. Donc, non, je ne referai rien. Dans tous les bas, il y a du haut. Il faut juste s'ouvrir les yeux et regarder un peu en haut. Et décider de transformer les choses dans le bon sens. Alors, dans la même lignée que cette question, tu as derrière la caméra Maëva qui a 30 ans et Nathan qui a 24 ans. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire là, Free Fight? Tu leur dis le plus librement du monde sur le domaine professionnel et leur avenir. Lâchez rien. C'est pas toujours facile. Il y a encore une fois des hauts, des bas. Il y a des gens qui vont vous dire non, qui vont vous dire que vous n'êtes pas bon. Et ma mère en premier. La pauvre. Ma femme me dit, Madame Blin, je n'assume pas le podcast. Je suis pas sûr que c'est bien pour toi, ça. Bref. Non, lâchez rien. Faites-vous confiance. Faites ce que vous aimez. Parce qu'au final, si ça part d'un sentiment d'amour et de passion, le travail qui va suivre derrière sera le bon et le chemin sera celui que vous devez prendre. Même si parfois, ce sera un mur, il faudra prendre un autre chemin et vous serez forcé à prendre ce chemin-là, mais vous n'aurez jamais su si c'était le chemin à prendre si vous n'avez pas essayé et vous êtes planté avant. Lâchez rien, essayez, donnez tout, et si ça plante, c'est pas grave. On tombe, c'est pour mieux se relever. Voilà. Et les 3 verbes d'Alexandre Blin qui te permettent de, justement, quand tu as un petit coup de mou, d'y aller quand même, c'est quoi ces 3 verbes-là? On va les retenir. Détermination. C'est pas du tout un verbe. Ça fait rien. Non, mais rester déterminé. Détermination, rester déterminé, c'est pareil. Se donner les moyens, être persévérant et proactif. Ouais. Et je pense lâcher prise. Lâcher prise, ouais. Juste se laisser porter, lâcher prise et savoir que enlever les poids de ce que les gens disent, la société, et se faire confiance un peu et lâcher prise et faire, laisser faire. Ça revient beaucoup depuis le début du podcast. Ça revient. Le fait que tu veuilles te libérer de tout un carcan éducationnel, et on le sent. Oui, éducationnel, culturel, sociétal. Il y a tellement de... Ce que moi j'essaie d'imaginer, c'est même en tant qu'artiste, dans mon jeu,
c'est pas de rajouter des strates et des niveaux. Au contraire, c'est de tout enlever. Mais il y a et même pour le chant, un bébé ne va jamais se casser la voix. Tous les parents le savent. C'est mignon. Ils aimeraient bien qu'il se casse la voix. Ça hurle, là. Oui. Mais non, un nourrisson ne se cassera jamais la voix. Pourquoi je dis ça ça ne cassera jamais la voix. Et donc, c'est parce qu'ils enlèvent toute. Ils ont rien qui a été rajouté sur leur voix. Alors que quand on commence à grandir, on commence à avoir une voix un peu plus reculée parce qu'on est un peu plus timide ou un peu plus prédominante parce que dans la famille, on parle fort. Il y a beaucoup de facteurs environnementaux au final. Bien sûr, ils se marquent. Au final, qui nous marquent et qui nous forment, qui nous shape, qui nous donnent qui nous font qui on est, en tout cas dans notre jeunesse. Donc pour moi, c'est de revenir à cette étape presque de nourrisson, en fait, et d'innocence, et de tout oublier, de revenir à la simplicité. Mais revenir à la simplicité, c'est extrêmement compliqué. C'est extrêmement compliqué, ça peut prendre beaucoup de temps. Énormément de temps. Si on ne travaille pas très quotidiennement sur le sujet, quand tu parles, on entend, enfin moi je sais pas ce que vous en pensez, mais moi c'est beaucoup de sentiments de pureté. On dirait que tu recherches cette pureté, cette authenticité, cette simplicité. C'est ce qu'on entend quand tu parles. On va se quitter sur la citation. Tu as une petite citation à nous confier, la citation qui déchire d'Alexandre Blin. Est-ce que tu en as une? Bon, elle est assez connue, hein, mais Saint-Exupéry dans Le Petit Prince. Laquelle? Fais de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité. C'est magnifique. Et c'est ma vie aujourd'hui. J'ai rêvé d'être sur scène et aujourd'hui je le suis, pas à plein temps, mais bien assez souvent pour me rendre heureux. Et c'est tout ce que je peux souhaiter à tout le monde, de vivre un rêve éveillé et de continuer à faire vivre ce rêve. Parce que dans tous les rêves, je pense qu'à un moment, on se dit oh, c'est bon. Et le rêve, il s'éteint au fur et à mesure. C'est comme une relation d'amour, une relation amicale, tout. Une relation avec soi-même aussi. Ça se travaille. Ça s'entretient, mais garder le rêve vivant. Garder le rêve vivant. Rêver, c'est ce qu'il y a de plus beau. Magnifique. On va rester sur de très jolies phrases et mots-là. Avant de quitter Alexandre, je vais juste préciser qu'évidemment, vous pouvez vous abonner, partager, liker, commenter tous les trucs en haut. De toute façon, on est là pour ça. Donc la chaîne a été faite pour ça. Et ce sera avec un immense plaisir. On va remercier Alexandre pour le temps qu'il a eu la gentillesse de nous consacrer entre deux auditions. Merci à toi. On va lui souhaiter une chance immense pour sa chanson qui sort le 5 avril. Oui. Sur toutes les plateformes. Et ça, c'est top. On est ravis de l'accompagner. Puis on le réaccueillera quand il sera en plein succès explosif. On le fera avec grand plaisir. On remercie Maëva et Nathan qui sont derrière la caméra. On vous dit à très bientôt et toujours sur le mot d'ordre d'Allo Tata Lolo, à savoir soyez vous-même. À très bientôt.